m'écouter ou de nous écouter aujourd'hui à format vidéo, format podcast. Je ne sais pas ce qui vous intéresse le plus, mais aujourd'hui, j'ai l'extrême honneur d'être avec Kevin Orest de Bouddha Station aujourd'hui. Kevin, merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci Va, merci, quel honneur d'avoir été invité, merci d'avoir pensé à moi pour l'exercice. Cool, ben écoute, fait que portrait marketing, c'est ça, c'est le but, c'est de partager un peu nos expériences marketing pour qu'on puisse apprendre entre nous, si on veut. Avec Kevin, tu es Chief Marketing Officer chez Bouddha Station. Comment est-ce que tu décris ce que tu fais finalement? C'est excessivement simple. Je cherche des leads. La problématique, elle se résume dans cette phrase-là. En fait, je pourrais la spécifier. Je recherche des leads qualifiés. Puis c'est là où il y a toute la pertinence de l'exercice, c'est de les trouver qualifiés sur Internet. Nice. Déjà là, j'ai plein de questions pour toi. On démarre bien parce qu'il faut dire qu'on s'est pas trop préparé. Je t'ai envoyé des questions, mais on s'était dit qu'on allait faire ça un peu ad lib live. Aucun souci. J'ai hâte de faire ça. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, Bouddha Station, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Qu'est-ce que vous faites? Question de comprendre un peu mieux ta perspective des choses. Oui, alors Bouddha Station, ça a été ouvert en 2016. À la base, c'était un comptoir de Pokéball, ou de lunch ou de ball poké. Au fur et à mesure, il y a eu une déclinaison B2B, de plus en plus de personnes commandées pour des meetings, au bureau, etc., etc. Il y avait une certaine récurrence. C'est là où il y a eu un pivot fin 2019. Il y a eu un pivot. Okay. On s'est dit qu'il y avait une plus grande opportunité et puis même au coût, c'était plus simple pour nous de servir du B2B. On a début janvier 2020, on a fait le grand saut. On a dit on ferme toutes nos stations, nos comptoirs, on se consacre au B2B. La COVID est arrivée 3 mois plus tard. Mais l'objectif, c'est un service de gestion de frigo avec nos Bouddha Lunch. L'objectif, c'est simplement de répondre à la problématique suivante. Comment je mange sain le midi et comment je suis plus productif avec ce que je mange à l'heure du lunch. Donc, on offre la possibilité de manger sainement directement au travail. Puis les bénéfices vont avec. On veut sauver du temps, prendre soin de la santé, réunir les gens autour d'un repas, etc., etc. Ça a été très naturel, ce qui veut dire que le produit s'est spécifié au fur et à mesure qu'on l'a mis en marché. Ça a été beaucoup de bouche à oreille, très organique. Et c'est à ce moment-là, avec une discussion avec Christian Genet, qui est le président et le fondateur, il y avait besoin de renfort. Il s'est dit, OK, j'ai beaucoup d'organique, de bouche à oreille, mais je vais amener ça à un autre niveau. Qu'est-ce qu'on fait? On a eu cette discussion et j'ai été embauché à cet effet, donc pour continuer la progression de cette startup. Nice. Et puis, alors, si je comprends bien, en fait, c'est les entreprises qui installent, si on veut, un frigo de station dans leur entreprise et puis pour que les employés puissent se servir, c'est ça? Exactement. La partie frigo, il y a une petite astérix. Si l'entreprise a un frigo de grande taille, puis on aura juste à faire rentrer, sortir les Bouddha Lunch, mais on a aussi le service où on livre le frigo en entier, dépendamment du choix de la personne ou de l'entreprise. Mais l'objectif le plus simple à comprendre, c'est nous, on gère les lunchs dans le frigo, quel qu'il soit, que ce soit celui de l'entreprise. Ah, je comprends. OK. Cool, super. Fait que sur ce point-là, parlons leads et leads qualifiés parce que tu dis que ça m'a mis la puce à l'oreille. Évidemment, moi aussi, ça fait longtemps que je fais du marketing, puis la question de lead qualifié, c'est toujours le point important. Comment est-ce que tu vois un peu, c'est quoi ton lead generation? Comment est-ce que tu détermines qu'un lead est qualifié ou non? Parle-moi un peu de tout ça. Ça a été du travail très ardu, puis tu vas voir le super historique de COVID. Comment on est arrivé à faire entrer des leads qui n'avaient pratiquement aucune valeur. Puis là, on parle de 200, 300 leads en 5-6 jours et une très basse valeur pour arriver à peut-être 1 ou 2 leads par jour aujourd'hui qui sont vraiment plus qualifiés. Puis je vais même te donner des pourcentages. En ce moment, 66% de nos leads entrants ou de MQL, de Marketing Lead, Qualified Lead, 66% sont qualifiés. Il y a 4 mois, on en avait 25 qui étaient qualifiés à peu près. Wow. Donc, on s'est concentré sur ces chiffres-là, puis on a essayé de comprendre qu'est-ce qui amenait de la valeur. Alors, bien évidemment,
Le lead qualifié, on va le savoir une fois qu'on aura eu notre client, puis on aura eu un échantillon assez grand. C'est une numbers game, donc il faut que tu aies un échantillon assez grand pour avoir des statistiques qui en valent la peine. Puis on a réalisé qu'il fallait qu'on divise puis qu'on serve mieux les différents types d'entreprises qui faisaient affaire avec nous. On les a divisés en 4 catégories, les A, B, C, D. Ça correspond à un nombre d'employés, A, B, C, D. On a réalisé que les clients D, qu'on voulait servir, on voulait mettre de l'énergie, c'était les personnes qui nous demandaient le plus de suivi et d'énergie, mais sur lequel on avait un retour sur investissement quasi nul. On a réalisé aussi qu'à l'inverse, celles où on devait être plus personnalisé et qui prenaient plus de temps à convertir, nous ramener un plus gros retour sur investissement. C'est de cette analyse-là qu'on a décidé de les catégoriser et de les gérer différemment et de spécifier nos ads en conséquence. Je dois te le préciser. En ce moment, nos gros morceaux, 75 ou 80% de nos leads en ce moment viennent de Facebook et d'Instagram. Ça a été vraiment une guerre, je sais que tu le sais. On se bat contre la prochaine pub. La prochaine pub, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un chapeau parce que c'est Noël en ce moment, ça peut être une bougie. Donc, il faut vraiment faire de la pub, créer du contenu, créer un formulaire qui pouvait convertir parce que les personnes qui peuvent promettre 50 ou 70 leads par jour, il y en a et je les crois et je sais que c'est vrai. Mais moi, l'importance d'engager quelqu'un ou de créer du lead gen, c'est moi, je veux du lead qualifié. Donc, il fallait tout repenser, le système, le chemin, comment cette personne, comment on accompagne cette personne dans la culture de notre entreprise, etc., pour en faire un client qui en vaut l'appel et sur le long terme. Et ça répond à ta question. Ouais. Oui, quand même. Et puis, je sais qu'il y a des trucs confidentiels dans ça, mais est-ce que tu peux creuser un peu sur vraiment le processus que vous aviez fait? Comment est-ce que vous avez déterminé qu'un lead A, c'était les mieux? Est-ce que c'était vraiment juste en question de retour? Ben, les compagnies A ont fait tant de chiffre d'affaires, donc c'est les meilleurs leads. Ou il y a des critères beaucoup plus spécifiques? C'est une très belle question. La réponse tout simple, c'est oui, définitivement. Mais plus complexe que ça. Pour donner plus de détails, pour parler du lead A, pour nous, c'est un client ou une entreprise qui a 100 employés et plus. Bien évidemment, le chiffre est plus imposant. Mais pour nous, nos repas ou les prix, juste pour te le dire, c'est entre 8 et 12 $, taxes inclus. Si on en livre 10 par semaine sur un roulement, on ne fait pas de retour sur investissement vraiment. On adore ce qu'on fait. Puis la raison pour laquelle les entreprises nous aiment vraiment beaucoup, je pense que c'est pour notre esprit, notre culture. On est très humain. Ils sentent qu'il y a quelque chose de très vrai. Et je pourrais t'en parler pendant des heures, mais la personne qui élabore nos repas, elle s'appelle Tan. C'est une chef. Elle fait attention à tous les aliments. C'est excessivement frais. La quantité est bonne. Les gens adorent ce qu'on fait. C'est très sain et frais. Et on a décidé de caler le prix pour que tout le monde puisse se permettre de manger sainement et d'être productif après le lunch. Néanmoins, ça a un coût. Il faut qu'il y ait un roulement, bien évidemment. L'entreprise A nous permet ce roulement-là, donc nous permet de déployer. Donc, au-delà même du retour sur investissement, c'est aussi il faut que l'entreprise puisse rouler. On a beaucoup d'entreprises C qui sont entre 20 et 50 entreprises. Nos entreprises préférées, c'est les B, entre 50 et 100 entreprises, parce que la gestion, c'est moins administratif, les gens sont plus réactifs et il y a un roulement qui est constant. A, quand on commence à dépasser les 300 employés et plus, c'est une plus grande administration, il y a beaucoup plus de strates de confirmation pour pouvoir déployer le produit alors qu'il est très simple de déploiement. Donc, on se dit, mais on veut quand même que cette entreprise A nous fasse confiance puis qu'il y ait un roulement certain. Pour te le dire, en ce moment, on revisite, en fait, demain, on a une magnifique réunion sur le parcours du client de A à Z, le premier point qui est le point de chute MQL jusqu'au déploiement. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a un sondage qui est envoyé parce que nous, on ne veut pas mettre de l'énergie à déployer un frigo avec 35 ou 40 lunchs pour que la semaine prochaine, ça ne fonctionne pas. Il n'y a aussi aucun abonnement. Les personnes peuvent dire de la semaine 1 à la semaine 2, on ne continue pas avec vous. Donc, on a enlevé toutes les barrières de restriction. Mais nous, à l'inverse, il faut que quand on déploie avec quelqu'un, il faut que ce soit fun, puis il faut que la personne nous fasse confiance, puis qu'elle ait envie d'au moins essayer 1, 2, 3, 4, 5 mois pour la récurrence et comprendre que les repas sont bons, puis voir le bienfait aussi, le retour que ça a sur investissement dans leur entreprise. On arrive à calculer le retour, la productivité d'une entreprise à commander versus manger au bureau, versus
qu'ils amènent un repas de chez eux, etc., etc. Cool. Donc, il y a une plus-value pour l'entreprise au niveau RH et au niveau même de la productivité qui est pas sous-estimée. Puis de plus en plus d'entreprises se rendent compte, c'est pour ça qu'ils font affaire avec nous. Cool. Et puis, alors, tu sais, pour toi, d'après toi, comment est-ce qu'une entreprise, bon, évidemment, peut-être en B2B, là, dans ton secteur quand même, devrait approcher le marketing? Tu sais, parce que je te parlais beaucoup de la qualification, etc. Tu sais, je vois beaucoup d'entreprises qui passent moins de temps là-dessus. Mais toi, en général, c'est quoi vraiment le core du marketing? Sur quoi on devrait focuser? Comment est-ce qu'on approche le marketing? La clé pour moi du marketing, et si on devait arrêter notre discussion maintenant, ce serait A/B testing. Il n'y a aucune règle unique ever en marketing. La seule chose qui fonctionne, ce sont les bases. Donc, je sais qu'il y a une des questions qui a posé, peut-être je vais y revenir plus tard, mais la maîtrise des bases, elle est fondamentale. La compréhension profonde de chaque type de marketing, relationnel, numérique, direct, de contenu, comprendre qu'est-ce que ça amène à une entreprise à n'importe quelle échelle, pourquoi elle existe. Déjà ces fondements, puis je vais lancer des petits pics par-ci et par-là. Il y a beaucoup de marketeurs qui ont la fameuse stratégie, mais sans se poser le fondamental de mais est-ce que c'est une stratégie qui est adaptée à cette compagnie-là ou à ce produit-là, ou est-ce que c'est juste très trendy? J'ai d'ailleurs écrit une publication sur LinkedIn où je disais que je ne crois pas au trend. Zéro. Je suis zéro un gars trend ever. La seule chose auquel je crois, dans lesquelles je crois, ce sont les bases. Point. Ouais. Si tu comprends les bases, tu peux aller loin, puis je l'applique à plusieurs sphères de ma vie. Donc moi, ça serait, pour revenir à ta question, puis le plus simple, ça serait A/B testing. Ce que je peux comprendre, puis ça a été une bataille avec mon CEO, avec raison, parce que c'est du budget injecté, on ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas ce qu'on fait, mais c'est là où, en tant que personne du marketing, même si on se perd, c'est toujours une victoire. J'ai une discussion avec un ami qui travaille en marketing aussi pour Stromspa, qui s'appelle Alex Saint-Onge. Puis j'ai dit, moi, Alex, je crée des stratégies pour savoir qu'est-ce que je fais de mal. Je crée des stratégies pour améliorer qu'est-ce qui est mauvais. Mais en aucun cas, je crée une stratégie pour avoir un bon résultat. Le bon résultat, je n'ai pas le terme en français, c'est un byproduct. Si je gagne, c'est un byproduct. Mais la magnifique plus-value, c'est toutes les choses négatives qui vont ressortir, parce que c'est là-dessus qu'on capitalise pour s'améliorer. Donc là, A/B testing 1, data-driven, super important. Combien rentre, combien sort, pourquoi, combien convertit, ils viennent d'où. Se poser les questions existentielles sur ces clients qui existent et ceux qui n'existent pas. Ceux pour lesquels il y a beaucoup d'entreprises, on va à la chasse de certains types d'entreprises. Par exemple, peut-être qu'on serait allé à la chasse aux entreprises A, mais peut-être que notre produit n'est pas adapté aux entreprises A. Puis ça, il faut se poser la question au bon moment. Et la seule manière de pouvoir se poser la question, c'est d'avoir les data. On ne peut pas juste le pitcher dans l'air. Donc, A/B testing et data. Moi, c'est les règles de base. Donc, ce seraient mes 3 points. Comment quelqu'un doit aborder le marketing. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de recette magique. Nice. Puis pour ton point, je pense que c'est Seth Godin qui lui... Non, je paraphrase, mais je fais une paraphrase, mais il disait que le marketing devient intéressant quand quelque chose devient plate, entre guillemets, parce que c'est à ce moment-là que vraiment tu peux expérimenter. Au début, quand c'est un trend, bon, tu sais, c'est ce que c'est, mais quand ça devient plate, là, c'est là où ça devient intéressant, à ton point, si tu veux. Fait que là, quand tu parles de data-driven, on en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment est-ce qu'on devient un data-driven marketing organization? Google Excel. Mais est-ce que tu veux dire, comme je vais peut-être réitérer, ou pas réitérer, mais ma question, c'est est-ce qu'il y a, c'est une méthodologie, parce que en fait, tu peux mesurer n'importe quoi, là, mais, mais qu'est-ce que tu en fais en bout de ligne? C'est-à-dire, je fais une campagne courriel, l'open rate est de 70%, puis mon click rate est de 13%, mais qu'est-ce que je fais avec ça après? Tu comprends ce que je veux dire?
Totalement. Puis j'allais justement parler de la philosophie du Google Excel. J'ai une de mes collègues qui s'appelle Miranda qui embarque sur la philosophie du tableau Excel. Puis je lui expliquais que c'est pas des chiffres pour des chiffres. Parce que quand elle me voyait faire avec les couleurs, puis certaines fonctionnalités automatiques d'Excel pour ceux qui codent un peu en VBA, il y a des choses qui allument, bam, on peut programmer des choses. Elle voyait ça excessivement complexe. Je lui ai expliqué que les chiffres se transforment en solutions. La première question qu'on doit se poser, c'est quoi le KPI qui est intéressant? Là, tu viens de me parler de l'email. La statistique que tu viens de me donner, qui est très approximative, pour moi, elle ne veut rien dire parce qu'il n'y a aucun comparatif. Peut-être que la statistique, le 70% de CTR, c'est excellent, mais comparé à quoi, puis pourquoi, puis c'est quoi mon objectif? Avant même d'arriver à ce genre de questions, il faut avoir accumulé, j'ai envie de dire peut-être dans le cas du courriel, pour garder ce même exemple, peut-être 5-6 courriels avec exactement les mêmes caractéristiques. Donc, quand je parle des mêmes caractéristiques avec le même type de call to action, les mêmes types de titres, les mêmes types, la même longueur, etc., le même code promo, c'est à partir de là que le A/B testing va être intéressant. Voilà les résultats là-dessus. Faisons la même chose avec un autre titre ou une autre longueur de courriel ou une autre personne, faisons la même chose, etc. On aura 3 types d'envoi de courriel ou de campagnes courriel qui ont été faites, laquelle est plus performante. C'est en ayant ces comparatifs-là que la question ou la réponse va apparaître plus facilement. Peut-être que finalement, le 70 open rate, c'est clairement pas ça qu'on veut parce que ça visait les mauvaises personnes qui étaient dans l'infolettre. Peut-être qu'on cherche le 20% avec un 100% de clics, avec un 90% de personnes qui cliquent sur le code promo, etc., etc. Ce fil-là et ce dessin-là arrivent au fur et à mesure qu'on cumule les chiffres. Donc là où je reviens sur le Google Excel, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui existent, mais c'est ce que j'explique avec beaucoup de mes amis ou de mes collègues, avant d'arriver dans n'importe quel comme Databox ou même HubSpot qui propose des dashboards magnifiques, hyper complexes. Si tu sais gérer un Excel, tu peux maîtriser une campagne parfaitement marketing avec des résultats à la clé. Puis c'est avec ce genre d'analyse qu'on a fait au fur et à mesure des campagnes. Je reviens sur une parenthèse que je suis vite passé là-dessus, c'est que une personne du marketing doit se battre sur le budget constamment. Oui, mais je fais des tests. Pendant ce temps-là, le CEO et la comptabilité disent « Ouais, mais ils coûtent cher tes tests en ce moment. » Là où il faut maîtriser son environnement, c'est après ces tests, il faut avoir quelque chose à proposer. Puis c'est là où la comptabilité et le CEO, ça les allume. Notre objectif, c'est d'arriver à là. Mais si je veux arriver à là, il faut que je le sache. Puis c'est là où en ce moment, Christian, avec qui je travaille, est beaucoup plus ouvert, puis comprend mieux, puis il voit les résultats. Puis 66% de les qualifier en ce moment, c'est extraordinaire d'après ce que j'entends. Mais ça a demandé cette patience, cette analyse, ce travail, ces questions qui ont été posées, le parcours client, etc., etc. Et tout ça par simplement j'ai fait un test ici, voilà ce que j'ai eu. J'ai fait un test ici, voilà ce que j'ai eu. C'est quoi le lien commun entre ces 3 tests, le lien commun entre les 3 résultats? Où est-ce qu'on se pose les vraies questions? C'est quoi le KPI qui est intéressant pour moi? Cool. Voilà. Je suis allé loin. Je me suis égaré un peu dans l'explication. Non, je voulais demander, parce que tu as parlé un peu du boss et puis de se battre pour les budgets, puis c'est la réalité du marketing. C'est peut-être la réalité de tout le monde, mais en tout cas, c'est la réalité du marketing. Comment est-ce que tu as fait pour convaincre qu'il fallait passer du temps à tester, etc. Parce que c'est pas une discussion qui est toujours facile à avoir. C'est pas tout le monde qui est prêt à l'accepter non plus. Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu as une approche que tu as prise pour justement te battre pour ce budget, puis ces tests, puis cette période d'apprentissage? Oui, je trouve, mais sûrement on pense la même chose, mais le marketing, c'est le département où tu dois faire le plus avec le moins, définitivement. Ouais. C'est genre, amène le maximum de résultats, mais je donne juste $10 par jour. Okay. Là où je vais me permettre de me taper sur l'épaule, c'est que j'ai accès à plusieurs bases du marketing. Donc, créer une campagne, analyser, etc., 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 dans différentes sphères, dans le marketing relationnel, etc., etc. Avec cette base, j'ai été la personne au four et au moulin. En arrivant avec les résultats que j'ai faits, je suis arrivé, je dis voilà la capacité que je suis capable de faire avec le budget qui m'a été accordé. L'objectif pour moi, c'est de prouver
voilà ce que quelqu'un de plus compétent ou qui aurait plus de temps, parce que c'est un job entier, le SEO par exemple, Ouais. ou autre, voilà ce qu'on pourrait amener. Il faut toujours arriver, puis là, encore une fois, je pique un peu certains qui arrivent avec oui, mais on a besoin de budget. Il faut pouvoir le prouver, puis il faut pouvoir prouver sa bataille. C'est comme tout à peu près. Tu ne peux pas juste demander une augmentation de salaire si tu as zéro prouvé que tu étais capable. Ouais. Donc, l'objectif dans le budget, pour moi, c'est la même chose. C'est pour revenir sur Christian, il me dit ouais, non, je suis pas sûr, ouais, non, je suis pas sûr. Je sais, parfait, je vais m'en occuper, je vais le faire. J'ai travaillé 70 heures semaine, j'ai parlé à je sais pas combien, j'ai vu, je sais pas, je me suis mis à jour sur beaucoup de techniques. Voilà le temps que ça m'a pris, mais voilà le résultat qu'on a eu, qui était un bon résultat. Maintenant, si tu me permets, j'ai fait mes recherches, voilà comment on pourrait y aller avec ce budget, arriver à ce résultat. C'est une estimation, mais j'y crois, surtout basée sur le travail que j'ai fait. Il y a beaucoup de jus de bras et de jus de cerveau, et je pense que n'importe quelle entreprise, pour avoir travaillé avec beaucoup d'entreprises de taille différente, même si c'est un budget à 1 million ou 3 millions, même si c'est un budget à 10 000, l'objectif, c'est d'y arriver avec une... Il faut connaître ses bases. Honnêtement, quand tu connais tes bases et que tu arrives à un résultat qui est probant, puis tout le monde sur Internet parle des mêmes résultats de manière générale avec les mêmes bases, c'est facile à convaincre quand tu connais tes bases. Je comprends. Maîtrise ton sujet. Cool. Et puis, peut-être restons un peu vastes sur le sujet du budget. On parlait de gestion d'équipe, puis tu me disais en fait que tu avais plusieurs collaborateurs. Puis en fait, donc, quand on dit par le collaborateur, évidemment, les salaires rentrent dans les budgets, mais quand on parle de collaborateurs, c'est souvent plus directement lié au budget. Comment est-ce que tu fais pour gérer une équipe c'est quoi une équipe de collaborateurs, puis comment tu fais pour les gérer de façon efficace? C'est une magnifique question, puis ça a été un très beau challenge de octobre-novembre. On a décidé d'ouvrir les vannes, puis ça se passe quand même bien pour Bouddha Station malgré les circonstances actuelles. On a un plan d'évolution de start-up à scale-up, et on s'est dit que c'était le moment opportun de faire affaire avec plus de collaborateurs pour arriver au résultat qu'on veut dans 1 an. Encore une fois, c'est une petite parenthèse, on ne l'a pas ouverte encore, mais ça prend du temps à arriver à des résultats. Donc, aux personnes qui ne sont pas dans le marketing et qui ne comprennent pas que ça peut prendre 3 ou 4 mois pour avoir des résultats, c'est ça que ça prend. 3, 4, 5, 1 mois, 1 an pour du SEO. Il faut être au courant de ces choses-là, puis il faut être éduqué sur ces choses-là. Parenthèse fermée, on s'est dit, on allait ouvrir les vannes, comment on fait? On travaille actuellement avec une agence SEO Digital, une agence de campagne numérique, qui gère nos campagnes numériques, c'est Mobux. Un graphiste très bon qui s'appelle Kesnel. On a Brains Up qui s'occupe de notre visuel et site internet. Et on a je travaille avec quelqu'un pour la création de contenu à l'interne. Avant même de collaborer, et pour une question qu'on a eue avant d'embarquer pour revenir sur la discussion dans laquelle on a embarqué avant de commencer cette discussion en live, il faut impérativement que moi, je sache exactement où je m'en vais puis ce qui se passe. Et je prends toujours la place de l'idiot. Puis j'ai réalisé que en écoutant beaucoup de personnes, c'est une magnifique... La place de l'idiot ou de la personne qui ne comprend rien, je prends la phrase d'Einstein qui dit que si tu n'es pas capable de l'expliquer à un enfant de 5 ans, c'est que c'est trop compliqué. Donc je me mets dans cette situation-là. Quand j'arrive dans une stratégie et qu'une agence m'interpelle ou me dit on devrait travailler ensemble, je me mets dans la personne de OK, j'ai 5 ans, je comprends rien, explique-moi. Puis il faut absolument que tu arrives à me comprendre. Non seulement que j'arrive à te comprendre, mais que tu arrives à me comprendre. Ça veut dire qu'on aura nos bases, puis qu'on sait exactement le plus clairement possible où on s'en va, le temps que ça prend, les délais, le budget, la réactivité, le type de communication. Et ce sont des bases qui sont excessivement sous-estimées. La plupart des agences, les agences avec qui j'ai fait affaire, j'ai l'impression, en tout cas, ils me disent qu'ils ont du fun. Je suis très léger, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a le fait que je maîtrise mon univers et qu'on a mis des délais, une structure de collaboration en place, ça les rassure extraordinairement. Surtout quand je parle de structure de collaboration, une chose simple, c'est par exemple la date de délai. Quand ils me disent, je vais te le rendre le vendredi, moi, je me le mets pour le jeudi. J'ai une responsabilité à moi de faire une relance pour être sûr que le vendredi, ça arrive. Il faut comprendre que l'agence, comme beaucoup d'êtres humains, ils ont beaucoup de choses à faire. Ma responsabilité à moi, c'est d'être non seulement, oui, on les paye, puis c'est important qu'ils rentrent, mais aussi de comprendre ce qui se passe. Puis je le dis souvent à mes collaborateurs, c'est jamais grave que ça dépasse d'une semaine ou 10 jours. Ce qui est grave, c'est que je ne le sache pas. Ouais. Donc,
Donc, une proactivité des deux côtés. La deuxième chose que les collaborateurs aiment beaucoup, c'est que j'arrive toujours avec une rencontre préparée, dans le sens, voilà les résultats, merci beaucoup, qu'est-ce qui s'est passé là, etc., etc. Ce qui veut dire que je maîtrise mon sujet et que j'arrive pas avec c'est mauvais, c'est pas le coup par lead que je cherchais, pourquoi je n'ai pas augmenté mon ranking en Google. J'arrive préparé, je me suis renseigné, j'ai fait des recherches, j'ai regardé ce qui a été fait, j'ai compris. Donc, quand on parle de collaboration, j'insiste sur le mot, c'est une collaboration. C'est pas des servants, ils sont pas à la botte d'eux. Oui, il doit avoir certains résultats, mais à condition que je fasse ma partie du travail, qui est le suivi, rendre, etc. Et il arrive très souvent, la fin du mois dernier, octobre, j'ai eu une période, c'était très chargé pour nous. Et puis, beaucoup de collaborateurs, j'ai fait, je ne vous le livrerai pas, je suis désolé, je ne pourrais pas. Ils m'ont tous supporté. Le graphiste avec qui je travaille m'a aidé. Il m'a aidé en marketing. Il dit que je peux te le faire, etc., etc. Mais j'ai été aussi, entre guillemets, vulnérable lui en disant, tu sais, moi, j'ai fait une faute là-dessus, je ne pourrais pas vous le livrer. Ça marche dans les deux sens. Je pense que c'est super important que les personnes qui embauchent des agents le comprennent. Ça marche vraiment dans les deux sens. Cool. J'ai envie de dire que les résultats, puis je pourrais pas le dire devant le boss beaucoup, mais les résultats sont pas aussi importants qu'on le voudrait. Dans le sens où l'objectif d'une agence, c'est la maîtrise puis gagner du temps, puis proposer d'être proactif. On espère qu'il y a des résultats, puis c'est ça qu'on veut. On paye quelqu'un pour avoir des résultats. Si on n'en a pas, il faut se rappeler que c'est du marketing. Il y a X constantes, par exemple en ce moment, tu le sais, les ads coûtent plus cher parce que c'est Black Friday, parce que c'est Noël. Il y a beaucoup de constantes pour qu'il y ait du up and down. Il faut juste, quand la personne embauche une agence, soit au courant de ses problématiques, puis épouse ses problématiques, en disant qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut avancer, de quoi vous avez besoin. Puis je maintiens encore, puis je rajoute que ça reste une collaboration. Cool. Ben, c'est super intéressant. Puis là, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Là, je sais que tu as une rencontre. Fait que j'aimerais terminer un peu lentement, là, mais terminer sur un peu tout ce qui est carrière. Puis j'aime toujours te poser la question de la fin, là, si on veut, c'est tes conseils de carrière. Fait quel conseil que tu aurais à te donner pour quelqu'un qui voudrait être ultimement un Chief Marketing Officer dans une startup? Mais si tu peux passer aussi, disons, sur pourquoi tu as choisi le marketing. On commence avec pourquoi tu as choisi le marketing, puis comment est-ce qu'on fait pour s'y rendre? Ouais, je vais commencer par pourquoi j'ai choisi le marketing d'abord. Je ne l'ai pas choisi, c'est quelque chose avec lequel j'avais juste beaucoup d'aisance. C'est arrivé j'ai commencé en 2012-2013, puis tu le sais, c'est Facebook, ads, tout ça a explosé. Personne ne savait trop quoi faire ni pourquoi, mais il fallait que tout le monde le fasse. Il y avait la folie ou la psychose du like. Bref, il y avait plein de choses relativement incongrues. Puis mes premières réactions, c'est pourquoi? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir 100 likes sur une photo? Enfin, il y avait beaucoup de questions existentielles que je me posais. Puis ces questions existentielles m'ont ramené à le concept même du marketing numérique ou de trouver mon KPI ou de trouver le ROI. Ou c'est quoi la valeur de l'action que tu mets en marketing pour ton entreprise? Ça part de là. Donc, je suis tombé dedans totalement par hasard. Peut-être que le fait que j'aime beaucoup les maths, puis j'ai étudié en maths, ça m'a beaucoup intéressé. J'aime le mot que j'utilise le plus, puis sûrement dans cette entrevue, c'est pertinent ou pertinence. Si ça n'a aucune pertinence, je suis axé sur la productivité. Tout autour de moi est axé sur la productivité et la réactivité. Donc, si c'est pas pertinent, je ne suis pas productif et vice versa. Donc, ça m'a ramené à devenir cette personne-là en marketing. C'est ce que je vais dire à quelqu'un qui veut commencer. Je reviens sur la phrase que je dis parce que pour moi, ça veut tout dire. Si quelqu'un qui veut faire du marketing, avant de savoir si tu veux faire du marketing, renseigne-toi sur les bases. Elles existent sur toutes les plateformes en ligne. N'importe quelle chaîne YouTube peut t'expliquer ce que c'est un algorithme Facebook ou du marketing de contenu ou du marketing direct, du marketing relationnel. Si tu veux savoir si ça te plaît ou non, renseigne-toi sur ces marketing-là. Est-ce que la magie de transformer quelque chose t'intéresse? Est-ce que le pouvoir de connexion avec une personne, outre le fait que tu lui vendes quelque chose, te plaît? Parce que si c'est juste pour vendre, on n'est plus dans une ère où c'est toléré, où c'est accepté, où les gens sont beaucoup plus critiques. Par contre, si tu veux faire connecter, si tu veux arriver avec des chiffres, si tu veux faire augmenter quelque chose, et si tu as une passion pour ce genre de milieu, oui, vas-y. Il y a encore beaucoup de personnes avec qui je travaille qui pensaient que le marketing, c'était la fameuse phrase
catchy dans une pub Facebook. Ça devient plus de la com, ça, ou de la créativité dans le marketing, ou du marketing de contenu que du marketing pur. Parce que, encore une fois, le marketing, pour le redire, ça peut être du relationnel. Le SEO, c'est du marketing. Le coder devient du marketing à un certain niveau. Toi, il y a beaucoup d'analystes data, même, qui font de l'analyse data de marketing. Donc, renseigne-toi sur ces choses-là, spécifie-toi. Tu sauras si tu veux en faire ou non. Arriver en disant j'ai fait de la gestion Facebook et de Instagram, ça a sûrement été vrai à une période. Je pense plus que c'est le cas en ce moment si on veut se spécifier puis si on veut faire avancer un brand ou quelconque objectif en ligne. Fait que si je comprends bien, c'est qu'en fait, oui que tu as des bases comme la gestion, quoi que ce soit, la gestion de communauté ou gestion de réseaux sociaux ou de la pub ou quoi que ce soit, c'est correct, mais si tu veux vraiment avancer, puis surtout si tu veux arriver à un point dans ta carrière où tu es en charge du marketing, il faut vraiment que tu comprennes un peu de toutes les bases, comment tout fonctionne ensemble, d'où vient chaque élément, etc. C'est ça? Exact. Pour faire un parallèle avec le cinéma, j'étudie en scénarisation. J'aime beaucoup le cinéma. Puis en étudiant la scénarisation, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que le réalisateur, c'était la personne la moins spécialisée sur le tournage, ce qui est vrai. Mais il connaît assez pour donner les meilleures directions. Donc, il n'y a aucune idée c'est quoi la meilleure image. Il va engager la personne qui est capable d'avoir la meilleure image, le meilleur DOP. Mais lui, il n'a aucune idée de la technicalité que ça prend. Il dit, je veux ça à peu près, je veux ce résultat à peu près. Il va en engager la meilleure. Quand tu es directeur marketing ou CMO, c'est ça que tu veux être. Tu veux être la personne qui connaît suffisamment en base, mais embaucher la meilleure personne qui est spécialisée dans ce champ-là. Mais il faut absolument que tu connaisses tes bases. Donc, tu veux être le réalisateur du film. Tu veux être je pense qu'on va faire ça. Comment ça se passe sur un SEM pour parler de stratégie numérique pure, il faut que tes médias sociaux fonctionnent, il faut que ton SEM fonctionne, il faut que ton SEO fonctionne à des périodes différentes, court terme, moyen terme et long terme pour le SEO. Mais il faut que tu arrives à jongler avec ça parce qu'entre-temps, il faut que tu aies du marketing de contenu qui puisse jongler avec ça. Parce que tu sais ce que c'est le marketing de contenu, est-ce que tu es capable de fournir aux médias sociaux, au SEM, au SEO de la même manière. Entre-temps, puisque ton SEM te prend beaucoup d'argent, il faut que tu arrives à faire un peu d'automation parce qu'en termes de ROI, c'est la chose qui coûte le moins cher, qui ramène un meilleur ROI. Il faut que tu connaisses ce genre d'outil-là, il faut que tu l'aies vu quelque part, il faut que tu l'aies expérimenté. Une fois que tu as vu tout ça, tu peux aller chercher plusieurs acteurs ou plusieurs spécialistes, puis tu peux leur dire, voilà mon film, aidez-moi à réaliser mon film. Donc, je l'aborde vraiment de cette manière. Et une partie qui est encore une fois hyper importante, c'est que tu fasses confiance aux spécialistes. Tu fasses confiance au SEO, mais il faut absolument que il faut maîtriser la base. C'est ça, pour pouvoir travailler avec ton spécial. Moi, je ne me connais pas trop en cinéma, mais je ramène ton analogie du réalisateur. C'est que, oui, c'est pas l'expert du visuel ou que ce soit la qualité de l'image, mais il faut comprendre assez pour pouvoir parler puis vraiment le challenger. Parce que si ton expert te dit non, c'est pas possible, puis toi, t'es comme exactement. Non, je pense que c'est possible, oui. Exactement. Je comprends. Et puis, est-ce que dans tout ça, est-ce que je sais pas pour ton cheminement en carrière, mais est-ce que tu suggères qu'on teste, qu'on essaye de nous-mêmes? Est-ce que si par exemple je suis expert en médias sociaux, mais je veux aller plus loin, est-ce que je devrais, je sais pas, partir mon blog et puis faire du nurturing ou quoi que ce soit? Je sais pas. Est-ce que où est l'importance vraiment du tactique ou est-ce que de la connaissance théorique, mettons, est assez importante? Tous les champs de compétences, la plupart des différents marketing que je viens de citer, dans mon cas à moi, c'est de l'expérience et de l'expérimentation. Dans tous les cas de figure. J'ai testé, j'ai essayé, je me suis amusé. J'ai eu de la chance d'avoir des terrains de jeu, des personnes qui me faisaient assez confiance pour dire essaye-le, go for it, trouve la meilleure tactique, trouve la meilleure solution. Et j'ai eu la clarté d'esprit aussi de moi m'orienter encore une fois sur le A/B testing. Je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas où je m'en vais, mais je vais le noter. Puis je vais le refaire, puis je vais le noter. Donc, moi, j'utilise en ce moment beaucoup le mot DOPE, qui est le mot pour, je ne sais pas si tu sais, c'est le Data of Previews Engagement utilisé par les snipers. Donc, ils avaient un carnet. Le mot DOPE vient de là. Okay. Donc, moi, j'utilise DOPE toute la journée. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Puis comment ça se fait que j'ai des moins bons résultats ou j'ai des meilleurs résultats?
pour parenthèse fermée sur le data, mais j'ai eu des personnes qui m'ont dit essaye de trouver des data là-dessus, puis amuse-toi. Il y a une partie théorique qui est fondamentale, puis on est submergé souvent négativement, mais maintenant positivement par des blogueurs, par des personnes comme toi, par des influenceurs qui veulent mettre cette information sur Internet, sur LinkedIn, sur Facebook. Donc, l'information, elle existe. Ensuite, il faut pouvoir se dire, avoir l'humilité de vouloir l'essayer, souvent gratuitement, souvent en tant que stagiaire, souvent en tant que... Mais une fois qu'on a la passion ou la magie du marketing, c'est vraiment pas compliqué de trouver un job. Parce que les gens en ont besoin terriblement, de plus en plus. Il y a toujours l'expertise, elle existe vraiment pas tant, beaucoup moins, mais il faut la développer, il faut la proposer. Il y a de plus en plus de travail pour la qualité d'experts qu'il y a, je trouve, pour la quantité d'experts qu'il y a, je trouve. Je ne sais pas si tu... mouille-toi un peu là-dedans, qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, je suis d'accord. Je sais qu'il y a définitivement un besoin. C'est sûr que le challenge, c'est souvent, comme tu disais, c'est est-ce qu'on peut démontrer ce qu'on est capable de faire? Parce que oui, le besoin est là, mais il y a aussi de la confiance, comme tu disais tout à l'heure. Fait que pour moi, c'est beaucoup ça aussi, c'est de démontrer ce qu'on est capable de faire. Puis pour ça, il faut de la patience. Comme tu disais il y a quelques instants, c'est peut-être démarrer stagiaire ou c'est peut-être faire son fameux side project, son side hustle, puis dire puis je sais que moi, juste personnellement, j'ai eu un blog pendant longtemps, puis beaucoup des recommandations que j'amenais aux entreprises où je travaillais étaient basées sur mes vraies expériences. Puis c'est des trucs que je faisais en side, pas payé, entre guillemets. Puis c'est ça qui est important en bout de ligne, c'est de pouvoir démontrer ce qu'on est capable de faire ou au moins de démontrer voici comment je veux l'essayer, comment je veux le tester. Absolument. Cette fameuse maîtrise de base, puis pour revenir sur la base, maîtriser la base, ça ne veut pas dire faire des essais puis pitcher des idées en l'air. Maîtriser la base, c'est quelque chose qui marche, je sais, ça existe, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà où j'aimerais aller avec cette certitude-là. Laisse-moi l'essayer. Mais je sais que ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà où j'aimerais aller. Donc la maîtrise de la base, c'est d'avoir cette confiance de voilà comment ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, parfait, on va le revoir parce que la base, je l'ai anyway, puis on va la retravailler. Mais honnêtement, c'est vraiment cette confiance en soi de j'ai vu des cas, j'ai regardé, j'ai lu, je suis allé me renseigner, j'ai parlé à ce gars-là, j'ai appelé un ami, ça c'est la base. Puis d'après ce que l'agence dit, ça c'est la base. Trust me on that. Puis les gens ne mettent pas assez d'énergie là-dedans, je trouve, puis ils arrivent avec on va faire ça, mais ça vient d'où, puis pourquoi, puis c'est ce genre de questions. Et c'est là-dedans où on peut perdre la confiance du client ou de la personne qui est recommandée. Aussi, je reviens avec le travail gratuit. J'ai eu une période de ma vie où j'étais consultant. C'était vraiment juste pour donner un coup de main, puis je ne voulais pas en faire une carrière. C'était un 6-8 mois. Puis la première heure que je passais, c'était je voulais être sûr qu'ils comprennent ce qu'ils voulaient. Puis c'était juste, je m'appelais le psychologue du marketing. Dans le sens, je l'écoutais, puis j'ai posé des questions, et j'ai eu beaucoup de personnes, d'entreprises qui sont déjà, en fait, en 6 mois, j'ai eu 15 personnes avec qui j'ai eu 1 heure. Puis il y a des mandats que je n'ai pas forcément pris, mais c'était, ils m'ont rappelé, en fait, je pense 80% d'entre eux m'ont rappelé pour une collaboration, mais c'était juste, je voulais juste comprendre, puis leur expliquer, et cette heure-là, pour moi, elle est hyper primordiale. Ils savent que je suis pas là pour juste prendre de l'argent, je suis là pour comprendre, pour amener une solution, puis pour leur faire comprendre aussi que je sais de quoi je parle et j'ai l'impression que vous, non. donc, il y a déjà ce travail de 5 heures. Si on embarque ensemble, il va falloir qu'on s'ajuste. Est-ce qu'on est prêt à faire ce travail de 5 heures qui est de comprendre les besoins de chacun? Et ça m'a fait vivre pendant à peu près 6 mois. J'étais très content. Mais c'était juste ce travail de patience et de compréhension je veux pas juste de l'argent, je veux collaborer puis je veux qu'on comprenne. Puis ça a mis beaucoup de confiance envers mes collaborateurs. Fun fact, Christian de Bouddha Station faisait partie. Puis maintenant, donc voilà comment devenir TMO, c'est que tu fais ton contrat. Mais c'était il y a longtemps, c'était en 2017. Nice. Cool. Ben écoute, Kevin, je sais qu'il faut que tu cours. Fait que merci beaucoup de ton temps. C'était hyper apprécié. J'ai encore 1 million de questions, malheureusement, que je n'ai pas pu te poser. Fait que je vais espérer faire une phase 2 à un moment donné. Mais merci beaucoup de ton temps. Merci. Je suis désolé d'avoir prévu quelque chose juste après. La prochaine fois, je laisserai tout l'après-midi libre puis on passera plus de temps si c'est correct avec toi. Je voulais te dire merci beaucoup pour ce que tu fais.
je le dis, je le répète, il y a une ouverture là-dessus au Québec. Je pense qu'il en manque. On est super influencé par ce qui se passe au Québec, aux États-Unis ou en Europe. Il y a une richesse au Québec en marketing qui est folle. Moi, la plupart de mes sources et des résultats sont 100% québécois. Et des personnes comme toi, vous mettez, ou des personnes comme toi, vous mettez le standing du marketing québécois au niveau qu'il mérite d'être. Donc, je vais te remercier là-dessus. Cool, ben merci beaucoup. Voilà. Bonne journée. Merci, bonne journée.